Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Quick Play. Aujourd'hui, je suis avec Geoffrey. Geoffrey, comment ça va? Ouais, Yo, je crois qu'il y a encore le problème des micros. Oh putain, c'est pas possible. Juste matcher non, juste été un peu loin. Oui, ok. Eh ben, vous savez quoi? On va garder ce début comme ça. Comme ça, vous êtes au courant des dessous de nos enregistrements. Geoffrey, comment ça va du coup? Ça va super, et toi, Elio? Eh ben, ça va. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais... Alors, à Columbus, dans l'Ohio, tu as deux grosses équipes. Tu as d'un côté les Blue Jackets en NHL. Et de l'autre côté, tu as... C'est une équipe de MLS, mais je connais pas le nom. Oh non. Mais non. Oui, parce que toi, tu as pensé équipe professionnelle. Moi, je te parle d'équipe en règle générale. Ah, bah, c'est les Buckeyes, du coup. The Ohio State University, Oui. Bien évidemment, les Buckeyes comme tu l'as dit, très gros morceau là aussi, j'ai tendance à dire ça sur les gros programmes, mais c'est vrai qu'on est sur le top 3 là, actuellement de ce qui se fait en CFB, un top 3 mais un programme qui a quand même perdu 2 matchs la saison dernière. Ouais, Ohio State qui sort d'une saison à 11 victoires pour 2 défaites, avec 8 victoires pour une défaite en conférence. Donc, ils ont battu Indiana, Youngstown State, donc une FCS de l'Ohio, Western Kentucky, Notre-Dame classée 9e, Maryland, Purdue, Penn State classé 7e, Wisconsin, Rutgers, Minnesota et Michigan State. Et ils ont perdu contre Michigan classé 3e lors de The Game et contre Missouri classé 9e au Cotton Bowl. 3e saison d'affilée avec une défaite contre Michigan, 3e saison sans finale de conférence, pas de playoff pour cette année, la défaite contre Mizzou. Bien qu'il y ait eu 11 victoires, les fans des Buckeyes commencent à s'impatienter des résultats de Ryan Day. Et ouais, exactement, parce que quand tu passes d'Urban Meyer qui littéralement gagne tout à Ryan Day, où tu te rends compte, au début on était tous hypés, hein, mais tu te rends compte que finalement c'est quand même un petit ton en dessous. Ouais, ça comme... Moi je le dis, c'est un petit peu ma bold take, là, une de mes bold take de cette saison. Très clairement, Ryan Day va peut-être être sur la hot seat cette année. À voir. En tout cas, il est là pour sa 6e saison. À part la saison Covid, bien évidemment, il a toujours au moins gagné 11 matchs, la tête des Buckeyes, même si pour les fans, c'est pas forcément suffisant. Mais en playoff, c'est ça, comme tu le disais, une victoire, 3 défaites sur son bilan de playoff, ce qui est quand même assez surprenant, sachant que tu as quand même t'as une équipe. Je suis désolé, mais ça a sorti coup sur coup 2 quarterbacks au premier tour, ça sort que des joueurs prêts pour la NFL directement. T'es toujours dans les meilleures classes top 5 de recrutement du pays. Voilà, c'est assez fou. Et pourtant, ça va pas jusqu'au bout. Alors là, cette année, il y a quand même du lourd qui arrive en attaque parce que on a Chip Kelly qui arrive en coordinateur offensif. Je vous le présente plus, évidemment. C'est ce qui est aussi fascinant, c'est que UCLA passe en Big Ten. Le mec est head coach à UCLA, t'as un bon cadre de vie, t'es à Los Angeles, t'es sur une fac qui quand même a une sorte de prestige, tu passes dans un programme, une conférence plutôt, où tu sais que l'argent va couler à flot, mais tu préfères un poste de coordinateur du côté d'Ohio State. Donc ça montre combien les Buckeyes sont une puissance phénoménale dans ce vivier qu'est le college football. En termes de défensive coordinateur, on a le retour de Jim Knowles pour sa 3e saison, l'ancien DC d'Oklahoma State. Brian Hartline, qui était coordinateur offensif la saison dernière, est resté dans le staff. Il est toujours coach receveur et co-offensive coordinator.
c'est clairement le meilleur recruteur / receveur coach du pays et ce depuis longtemps. Hartline, quand on dit Hartline, on pense directement receveur. Voilà. En plus d'avoir été lui-même receveur et d'avoir joué pour Ohio State à l'époque. Et puis j'en parlais de ces classes de commit assez énormes. Comment ça se passe pour cette QV lycéenne 2024? C'est la 5e classe nationale pour 23 commits, 2 joueurs 5 étoiles, dont le joueur numéro 1 national, un receveur, Jeremiah Smith, 14 joueurs 4 étoiles et au total 12 joueurs dans le top 250. Donc c'est quand même ça reste une excellente classe pour les Buckeyes. Et sur le portail des transferts, c'est la 9e classe nationale, malgré le fait qu'il n'y ait que 7 commits. Parce que parmi ces 7 commits, il y a 2 joueurs 5 étoiles du portail, dont le meilleur joueur du portail, Caleb Downs. Il faut savoir qu'il n'y avait que 6 joueurs 5 étoiles sur le portail cette année. Ohio State en a eu 2. 3 joueurs 4 étoiles et un ancien 4 étoiles. Toute petite classe en termes de quantité, mais en termes de qualité, on fait difficilement mieux. Donc avec le meilleur joueur et meilleur safety, le meilleur quarterback du portail et le meilleur running back du portail. C'est assez simple. C'est assez simple. C'était pas le meilleur quarterback du portail, par contre, on va en parler vite. Non, c'est Julian Sayin, le meilleur. Ah oui, bah oui, non mais oui, je suis bête, mais oui, non mais évidemment, qui sera QB3 dans la room, donc ça c'est un peu dingue aussi. Bref, on va en parler tout de suite de cette room de quarterback justement, car vous le savez, on a fait la preview de Syracuse. Kyle McCord, le quarterback principal, a transféré du côté des Range après une saison à 3170 yards, 24 touchdowns et 6 interceptions. Transfert assez surprenant déjà qu'il aille à Syracuse dans un premier temps, mais aussi McCord était quand même attendu pour être le digne successeur là, de ces quarterbacks draftés au premier tour, Fields, Stroud, etc. On pensait que c'était le suivant, sachant que c'était une énorme recrue lycéenne à l'époque. On a eu pendant longtemps un gros flou autour de cette room là. Flou assez étonnant au Ohio State parce qu'on sait d'habitude qui sera le quarterback titulaire chaque saison et donc on savait pas. On a eu il y avait Devin Brown qui était déjà dans la room, qui était une très grosse recrue en 2022, mais il n'était pas si rassurant que ça, mine de rien. Voilà, l'ancien joueur qui était issu de l'État de Utah, c'est aussi ça le problème des recrues notamment en termes de quarterback, très bien noté, issus de plus petits États, c'est quel type de lycée ils ont affronté pendant leur carrière. Et puis voilà, la situation s'est débloquée au bout d'un moment avec l'arrivée sur le portail des transferts de Will Howard en tant que graduate transfer, donc ça va être littéralement sa dernière saison de CFB. C'était un 4 étoiles sur le portail, le 7e quarterback du portail. Il sortait de 2 saisons à Kansas State en cumulant 4275 yards, 39 touchdowns, 14 interceptions, plus 7 touchdowns à la course. Et puis, il n'arrive pas seul parce que, donc, comme le disait Geoffrey juste avant, on a le quarterback numéro 1 du portail, qui était 5 étoiles, un des seuls 5 étoiles du portail, mais qui était aussi 5 étoiles en tant que lycéen 2024. Et oui, c'était le 3e quarterback 2024 de la QV lycéenne 2024. C'est Julian Sayin, qui arrive d'Alabama. Alors, on sait, il avait commité à Alabama. Lui, il est originaire de Californie. Il avait commité à Alabama, signé sa lettre d'intention, etc. Puis il y a eu le départ de Nick Saban. Et quand un coach part, les joueurs peuvent s'inscrire sur le portail des transferts. Et c'est ce qu'il a fait. Il a transféré à Ohio State. Il a fait une Queen Ewers 1 an avant même. Moi, j'ai une question à te poser, Geoffrey, très clairement. Par rapport à ce petit aller-retour, là, Kyle McCord qui part et Will Howard qui arrive, est-ce que, à tes yeux, c'est vraiment un upgrade? Pour moi, c'est du pareil au même. Je pense quand même que c'est McCord qui a souhaité, McCord qui s'est inscrit lui-même sur le portail des transferts. Et il a été très critiqué l'an passé par les fans des Buckeyes. Être le QB de Ohio State, c'est quand même une énorme pression. Je pense qu'il n'avait pas réussi à gérer cette pression et que c'est lui qui a choisi de partir et que Ohio State s'était retrouvé un peu dans la panade de ce côté-là. Du coup, ils font venir Will Howard pour avoir un titulaire d'expérience parce que le reste de la room était extrêmement jeune. Mais Will Howard, il va avoir une pression de folie avec la room de quarterback qu'il y a, parce qu'il n'y a que des quarterbacks qui étaient top 10 de leur classe.
il y a Julian Sayin qui arrive de Alabama et que au moindre faux pas, les fans des Buckeyes vont demander à ce qu'un des jeunes extrêmement talentueux prenne sa place. Quand même, enfin, je veux quand même le dire que Will Howard, s'il avait été dans à peu près n'importe quel autre programme que les Buckeyes, serait été un upgrade par rapport au quarterback titulaire, hein, parce que ses stats sont pas incroyables pour 2 saisons, mais il a quand même été pas mal gêné par les blessures. Mais à part à Ohio State, serait été un upgrade sur la plupart des quarterbacks du college football. Il y a une dizaine de programmes chez qui ça n'aurait pas été un upgrade, mais voilà. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est un QB solide, un bon QB de college football. Est-ce que c'est un QB du niveau et du talent d'Ohio State? Pas forcément. Après, voilà, je pense qu'il sera très bien pour faire son travail, mais ça ira pas plus loin. Et finalement, à l'image d'un Mike Cord. Après, ce qu'il faut voir aussi, et tu as eu raison d'en parler, c'est qu'Howard, tu passes de Kansas State à Ohio State, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même pression. Et c'est là où ça va être intéressant à lire, sachant que le meilleur receveur du college football de la saison dernière est parti en NFL. Oui, ça tout le monde le sait. Marvin Harrison Jr., qui sort d'une saison à 1200 yards et 14 touchdowns, est parti donc à la draft chez les Cardinals. Cade Stover, le tight end, qui sort d'une saison à 576 yards et 5 touchdowns, est lui aussi parti à la draft chez les Texans. En revanche, Emeka Egbuka, qui a été un peu gêné par les blessures la saison passée, qui fait quand même 515 yards et 4 touchdowns, il est de retour. Il sera accompagné donc de Carnell Tate, qui va passer titulaire après une saison en tant que backup, et logiquement Jeremiah Smith, donc le joueur numéro 1 du pays de cette classe, devrait être titulaire en tant que true freshman à Ohio State. Donc c'est pour vous dire la qualité de ce lycéen, parce que dans la room, il n'y a que des 4 et 5 étoiles qui étaient tous top 10 receveurs de leur classe. Je sais que je vais en énerver plus d'un, notamment peut-être les fans d'LSU, même si j'estime que c'est quasiment similaire en termes de room, etc. Mais c'est vrai que ces dernières années, Ohio State n'a jamais eu un trio de receveurs qui était pas bon sur le papier ou moyen. Là, juste Egbuka, Carnell Tate, Jeremiah Smith, je vous laisse additionner leurs étoiles, vous allez, c'est la voie lactée le truc. Donc non, sincèrement, ça devrait quand même plutôt bien fonctionner dans les airs. Sachant que, pareil, la running back room, ça devrait être assez solide. Même très solide. Ça va être très solide. Pour moi, c'est le meilleur duo de running back du pays à venir, avec Trevion Anderson, qui sort d'une saison à 926 yards et 11 touchdowns. Et l'arrivée de Quinshon Judkins, qui sort d'une saison à 1158 yards et 15 touchdowns avec les Rebels de Ole Miss. Évidemment, derrière, il y a plein de jeunes intéressants pour la profondeur. Il y a notamment 2-4 étoiles true freshman qui seront parmi les backups. Faut noter quand même le départ de Milian Williams, qui s'était inscrit à la draft, mais je crois qu'il n'a pas été drafté. Il a sûrement été signé en UDFA quelque part, mais je n'ai pas vu. Qui avait été très bon en 2021 et 2022, qui avait été gêné par les blessures l'an passé. Son départ pour la draft posait un peu question, mais pas de problème à Ohio State. On a récupéré le meilleur running back du portail. On avait Trevion Anderson, qui est un ancien joueur du top 100, peut-être même un 5 étoiles, je ne me souviens plus. Mais voilà, le meilleur duo du pays, à mon avis. Ouais. Juste sur Judkins, le seul hic, entre guillemets, ça serait le comportement aussi. Il avait posé problème à Ole Miss, etc. Et apparemment, Lane Kiffin n'était pas forcément mécontent de le voir partir. Mais bon, après, voilà, encore une fois, de toute façon, c'est pas comme si la plupart des gros joueurs de CFB sont les mecs les plus éclatants, on va dire, du monde. Donc si jamais il arrive à conserver un petit peu de calme et à se focus sur son jeu, ouais, ça va être une room assez zinzin, sachant que la O-line, pareil, ça devrait être très solide comme d'habitude. Ouais, Matt Jones est parti en NFL, en UDFA chez les Dolphins. Il y a 4 starters de retour, mais le centre qui sera un redshirt sophomore, Carson Hinsman, devra passer backup avec l'arrivée de Seth McLaughlin, le centre 4 étoiles sur le portail des transferts en provenance de Bama.
On verra. Faut voir aussi s'il a résolu ses problèmes de snap, hein, parce qu'on a vu notamment lors de la demi-finale face à Michigan, ces snaps étaient absolument immondes. En revanche, voilà, la force de la ligne, ça sera le côté gauche de la ligne avec le tackle Josh Simmons et le garde Donovan Jackson, qui sont à mon avis les deux meilleurs joueurs de cette ligne. Au niveau des tranchées de l'autre côté, la défense, eh bien, c'est une D-line que moi je trouve assez frustrante, en tout cas pour les defensive ends. Il y a deux joueurs, donc vous connaissez tous les noms, que moi je surnomme les prouveurs parce que chaque année doivent prouver et ils prouvent qu'à moitié. Voilà, ça laisse sur notre fin. C'est les deux Redshirt Juniors, hein, ils sont de la même année en QV lycéenne, c'est 2021. C'était deux joueurs 5 étoiles top 10 en 2021, JT Tuimolao et Jack Sawyer, donc vous les connaissez. Voilà, c'était des recrues qui étaient promises pour être juste brillantes sur le terrain. Et finalement, bon, bah, c'est assez moyen. Alors, Tuimolao, il sort d'une saison à 5 sacs. Sawyer, 6,5 sacs. Comme ça, sur le papier, ça peut vous paraître correct, mais normalement, c'est pour des joueurs 5 étoiles comme ça, aussi haut classés, ça devrait être des saisons freshman, voire sophomore à la limite, où ils sortent ce style de stats. Et puis, ils ont souvent été muets face aux petites équipes l'année dernière. Hein. Vous avez juste à regarder les game logs, etc. Ils n'ont pas réussi. Normalement, tu manges pas mal de sacs et de stats face à ces équipes-là. C'était pas la folie. Voilà. Juste Jack Sawyer, ça reste un bon plaqueur de manière générale. Après, pour aller chercher le quarterback, c'est autre chose. C'est leur saison, de toute façon, où ils doivent péter. Tout simplement. On les attendait depuis longtemps comme annoncé des futurs first round de draft. Là, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Et puis voilà, surtout un Jack Sawyer, par exemple, qui nous rappelle un petit peu les frères Boza. On va faire des similitudes lointaines, mais c'était ça quand il avait été quand il avait commit à Ohio State. Enfin bref, au niveau de l'intérieur D-line, eh bien, par contre, c'est une bonne intérieur D-line. Moi, j'aime bien le duo de tackle, hein, Williams et Hamilton, qui est de retour. Eux aussi, ce sont des Redshirt Juniors. Ce qui est bien avec cette D-line, c'est que ce sont des joueurs qui ont quasiment tous le même âge et qui se connaissent bien. Ils cumulent à eux deux la saison dernière 37 plaquages, 5 sacs. Et Williams, en plus de ça, a 5 passes défendues. Assez impressionnant pour un defensive tackle. Comment ça se passe pour le reste de la défense, Geoffrey? Au niveau des linebackers, Tommy Eichenberg, qui sort d'une saison à 80 plaquages et un sac, est parti à la draft chez les Raiders. Steel Chambers, qui sort d'une saison à 83 plaquages, une passe défendue, une interception, est parti en UDFA chez les Patriots. Pour les remplacer, donc, il y aura Cody Simmons, qui était le backup principal l'an passé, qui va passer titulaire, avec CJX, qui a eu assez peu de temps de jeu, mais qui était déjà lui aussi présent dans le roster. C'est l'escouade défensive qui a le plus d'interrogations, parce qu'on va le voir au niveau des defensive backs, c'est tout simplement assez incroyable. Josh Proctor est parti chez les Jaguars en NFL, hein, qui sort d'une saison à 47 plaquages, 8 passes défendues et un pick 6. Pour le reste, c'est les 4 autres starters de l'an passé qui sont de retour, et Josh Proctor, il va être remplacé par Caleb Downs, qui, à mon avis, était le meilleur safety du college football l'an passé, alors que c'était un true freshman. Donc, avec lui, les autres stars de ce groupe de DB, il y aura donc le cornerback Denzel Burke, hein, qui était déjà projeté comme un potentiel premier tour en 2024, et Jordan Hancock, qui sort d'une saison à 2 sacs, 4 passes défendues, 2 interceptions dans le slot. Et c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur groupe de DB du pays. Faut savoir que, voilà, pour moi, voilà, on peut peut-être dire que c'est le meilleur. Il y a énormément de joueurs sur cet effectif. Emeka Egbuka, Tuimolao, Sawyer, les defensive tackles, qui auraient tous pu partir à la draft assez haut cette année et qui sont presque tous revenus, donc à part les linebackers. Donc c'est un effectif XXL. C'est peut-être le meilleur effectif du CFB, à voir avec Georgia, mais Georgia avait eu plus de départs.
Et il faut noter quand même que la défense qui retourne autant de titulaires, elle avait quand même été exceptionnelle la saison passée parce qu'ils ont encaissé seulement 11,4 points par match. Second, derrière seulement Michigan. Et elle voit 8 de ses starters de retour. Avec un tel effectif, autre chose qu'un titre de Big Ten et au moins atteindre la finale nationale, ça serait une déception à mon avis. Voilà, tu vois, donc ça met encore plus de pression sur Ryan Day parce que là, on y est vraiment. On a un cru qui est parfait. Alors, sincèrement, le poste le plus faible que tu vois là sur cet effectif, c'est quoi? C'est le poste quarterback avec Will Howard. Ça va, il y a pire. Mais en réalité, tu es sur un effectif totalement mature et c'est l'année ou jamais en fait. Pour les Buckeyes, c'est l'année ou jamais, avec notamment Michigan qui, entre-temps, a eu pas mal de mouvements. Voilà, vous les connaissez. C'est l'année ou jamais. Avec un calendrier 2024 qui démarre ultra simplement en réception d'Akron, puis de Western Michigan, puis de Marshall, déplacement à Michigan State, réception d'Iowa, déplacement à Oregon. Là, ça va être le premier gros test du côté de l'Autzen Stadium. Réception de Nebraska, déplacement à Penn State. On sait qu'en général, le match-up fonctionne face à Penn State. Réception de Purdue, déplacement à Northwestern, réception de d'Indiana, excusez-moi, et réception pour Big Game de Michigan. Donc, voilà, facile à analyser. Tu as 3 gros programmes, Oregon, Penn State, Michigan. Sachant que je placerais peut-être Oregon légèrement au-dessus des 2 autres à l'heure actuelle. Toi, moi, je place clairement Oregon au-dessus des 2 autres. Ouais, donc voilà. Parce que, bon, ils ont perdu 2 fois contre Washington l'an passé, mais à part ça, ils ont été impériaux sur tous leurs matchs. Michigan, ils ont quand même perdu énormément de starters à la draft. Penn State, tant que on reste dans ce truc où Penn State, ils ont une classe top 10, ils ont un effectif qui est top 10, top 15 du CFB tous les ans. Mais ils n'arrivent pas à battre Ohio State, ils n'arrivent pas à battre Michigan. Donc pour moi, je pense qu'Oregon, ils sont un cran au-dessus. Pour moi, les pronos, c'est entre 10-2 et 12-0. Je pense qu'ils vont faire 11-1 parce que l'incertitude au poste de quarterback avec Will Howard et les déplacements à Oregon, Penn State et la réception de Michigan, il y a des chances de perdre un match dans tout ça. Mais oui, c'est objectif titre de Big Ten et titre national. Ouais, je suis sur ta ligne. Moi, c'est 11-1 au minimum et maximum 12-0, bien évidemment. Voilà, ça serait une déception qu'il y ait deux défaites même sur cette saison. Et encore une fois, ça pourrait mettre Ryan Day sur la hot seat parce que les fans commencent à en avoir un petit peu assez. Mais pas de problème pour aller vers le titre de Big Ten. Pour Ohio State, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci Geoffrey. Et à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde, à plus.